Honorable Cabral Libi, bonjour. Bonjour, madame. Nous allons débuter cet entretien par quelques questions portant sur l'actualité en ce moment au Cameroun. 47 églises sont officiellement autorisées à fonctionner selon le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji, qui annonce également la fermeture des églises de réveil sur le triangle national. Que pensez-vous de cette mesure? C'est même pas une mesure, je crois que c'est une annonce de mesure. Je crois que c'est un sujet sur lequel un homme d'État, Oui. un sujet qu'un homme d'État doit aborder avec responsabilité, Oui. avec tact et avec sérieux. J'ai coutume de dire que lorsqu'on veut réveiller la bête en l'être humain, il y a deux choses qu'on doit activer si on veut réveiller la bête. Oui. Vous avez la race ou l'ethnie. Je mets les deux ensemble. Oui. Ça pourrait faire trop. La race. Attaquez-vous à la race de quelqu'un, vous réveillez la bête qui sommeille en lui. Attaquez-vous à l'ethnie qui sommeille en quelqu'un, vous réveillez la bête qui sommeille en lui. Attaquez-vous à la foi de quelqu'un, vous réveillez la bête qui sommeille en lui. Alors, qu'est-ce que l'honorable Cabral Libi aurait fait s'il était à la place du ministre avec toutes ces églises de réveil Ce que j'aurais fait, c'est que je me serais d'abord abstenu de tenir des propos ambigus, Oui. qui s'apparentent d'ailleurs au mensonge. Parce qu'il faut bien situer l'affaire dans son contexte. Il est dans une, comme à son habitude, dans une longue tirade de balles, et il rappelle fort à propos la loi de 90 sur les associations, en précisant que, en ce qui concerne les associations religieuses, elles sont sous le régime de l'autorisation. Et que celui qui, en l'occurrence, autorise les associations religieuses, c'est le président de la République. Oui. C'est une disposition de la loi. On peut ne pas être d'accord avec, c'est mon cas, parce que je considère qu'on ne peut pas en même temps dire qu'il y a une liberté de s'associer, mais soumettre cette liberté à l'autorisation. C'est un autre débat. Pour répondre à votre question, c'est clair qu'à la place du président de la République, c'est une loi que je réviserai. On ne peut pas laisser entre les mains du seul président de la République le droit d'autoriser, le pouvoir d'autoriser que les gens s'associent dans leur foi. Donc, pour revenir au fond du sujet, les églises de réveil fonctionnent exactement comme les églises traditionnelles, tout au moins dans leur structuration. Au même titre que des associations. Parce que la chapelle catholique de votre village n'a pas un décret pour s'implanter dans votre village. C'est le décret qui autorise l'église catholique qui couvre la chapelle qu'on construit dans votre village. Effectivement. Mais c'est exactement la même chose avec les églises dites de réveil. Alors, honorable Cabral Libi, nous allons parler de toute autre chose à présent. Que pensez-vous de la correspondance de Maître Alice Com adressée au préfet du Voré, M. Mvogo Siliak? Je rappelle que les bureaux du REDAC sont jusqu'ici scellés. Vous lui apportez votre soutien? Écoutez, j'ai suivi que le ministre de l'administration territoriale, j'ai lu des décisions qui ont été prises, suspendait certaines associations et interdisait d'autres. D'abord, il faut se demander pourquoi certaines associations ont fonctionné en marge de la loi. Je veux bien croire que c'est la tolérance administrative, mais allez savoir s'il n'y a pas de la corruption derrière. Donc, il faut peut-être déjà... donc, à ce niveau-là, vous pensez qu'il y a une injustice quelque part? Je dis qu'il faut déjà que ce ministère, c'est trop facile comme ça, il faut déjà qu'il s'explique comment des associations fantômes ou pirates ont pu fonctionner pendant des années à Douala quand même, devant eux, à la barbe de la préfectorale. Alors qu'on a souvent vu des autorités administratives participer aux initiatives, aux réunions de ces associations, leur donnant donc leur caution. Et ils ne rechignaient pas, le cas échéant, à recevoir une enveloppe
de carburant ou de taxi. Et je ne veux pas dire davantage. Donc c'est toujours facile de manipuler l'opinion comme ça quand on veut régler des comptes, de balancer des choses comme ça, parce qu'on prend, on prend toute la République, on veut prendre les Camerounais pour des cons. Une plainte contre Maître Alice Combes pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État du Cameroun et pour financement du terrorisme, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas jusque-là. Ok. Moi, je ne veux pas insister sur cette autre association qui, si on fuit même, est aussi fantôme que d'autres, qui veut faire parler d'elle. Parce que celle-là même, elle pourrait être, je vous parle de cette association, pourrait être poursuivie pour dénonciation calomnieuse. Mais tant mieux. Au Cameroun, la procédure dans le code pénal, elle est accusatoire. Ça veut dire que eux, là, qui prétendent que Mme Alice Combes ferait du financement du terrorisme et tout, j'espère qu'ils ont les preuves. Eh bien, c'est tant mieux, puisqu'ils ont déposé une plainte. Maintenant qu'ils ont déposé une plainte, ils vont déposer au parquet les éléments de preuve de ce qu'ils allèguent, qui vont être versés dans le dossier de Mme Alice Combes. Et j'espère qu'à ce moment-là, au moins, nous saurons de quoi on parle. Et que j'espère que le ministre de l'administration territoriale qui a déclenché tout ça a peut-être décidé de donner ces éléments-là à cette association. Et peut-être par elle, nous en saurons davantage. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, madame, que c'est vous les journalistes. Et moi, j'ai attendu en vain de voir des journalistes affluer au ministère, au cabinet du ministre de l'administration territoriale, lui demandant davantage d'éléments sur des accusations aussi graves. Tout au plus, ne les ayant pas donnés aux journalistes, il leur aurait au moins dit qu'ils en sauront davantage parce que les éléments en question allaient être transmis aux magistrats, qui sont donc compétents pour juger les gens qui font du financement du terrorisme ou qui sont terroristes. Alors, nous allons parler à présent de votre dernière sortie éditoriale, Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre que nous avons ici? Mais je crois que mes ambitions pour le Cameroun sont connues. Je les ai exprimées et les actes ont suivi. J'étais candidat à l'élection présidentielle au Cameroun en 2018. Et j'ai l'intention de l'être encore en 2025. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas avoir la prétention de diriger un peuple, diriger un pays, sans qu'on ne sache exactement où on amène ce pays. Tout part de la vision. Nous sommes, je fais partie d'une famille, si vous voulez, de pensée qui veut qu'un homme d'État, un homme de pouvoir, un homme qui accède, qui affiche la prétention d'exercer le pouvoir, doit être guidé par une vision. D'où le titre, Ce que j'ai vu. What I have seen. Là, vous brandissez la version en anglais entre vos mains. Une vision, c'est une représentation mentale de ce qu'on a reçu. C'est ça. Parce que la vision, en français, peut, dans un premier sens, renvoyer à ce qu'on a vu avec les yeux physiques. Mais au sens figuré, ça renvoie à ce qu'on a reçu. C'est pour ça que je disais que c'est une représentation mentale. Et ce que nous avons vu pour le Cameroun, c'est ceci, 2 points. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Voilà notre vision du Cameroun, c'est en une phrase. Mais ce n'est qu'une vision. Alors, je rappelle que c'est votre deuxième livre, après le fédéralisme communautaire sorti en 2021. Quelles sont les idées principales que vous explorez dans le livre, Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès? C'est un double projet, ce livre. Il y a un projet de rupture, puis un projet de libération des énergies. Rupture, commençons par le projet de rupture. Donc, vous m'avez demandé les principales idées, voilà les principales idées. D'un côté, la rupture et de l'autre, la libération des énergies. Si vous le voulez bien, on peut parcourir la rupture. Rupture avec quoi? On doit rompre avec quelque chose. Rupture avec 2 choses. Rupture avec le néocolonialisme et puis rupture avec la défaillance de l'État. Commençons donc par la rupture avec le néocolonialisme. Il faut s'affranchir. Il faut s'émanciper. Il faut recouvrer sa souveraineté. Il faut repenser son système éducatif. Je suis en train de vous donner la pêle-mêle des titres de l'ouvrage. Il y a un ouvrage sur le retour à notre africanité. Il y a un ouvrage sur un titre, un chapitre, je veux dire,
sur le recouvrement de notre souveraineté. Il y a un titre sur le système éducatif de mission. Un système éducatif complètement décolonisé. Mais, avant tout ça, il y a déjà la définition d'une idéologie propre. Parce que tout part de là, d'une idéologie. Et notre idéologie, c'est le fédéralisme communautaire. C'est ça notre idéologie. Le fédéralisme, comme tout le monde peut le savoir, c'est un mode d'organisation de l'État qui vise à faire fonctionner harmonieusement, à faire vivre harmonieusement dans un espace étatique partagé des entités sociologiques variées. Ce qui est le cas du Cameroun. On ne peut pas y échapper. Tous les pays au monde, ou quasiment tous les pays au monde qui ont fait face à la diversité sociologique, ont convoqué le fédéralisme, qui est une philosophie, une doctrine. Parce que la confusion généralement faite est d'assimiler le fédéralisme, qui est une doctrine, à l'État fédéral. Donc le fédéralisme, avant d'être un faisceau normatif qui sert de socle à un État, l'État étant un sujet de droit public, le fédéralisme est d'abord une doctrine dont je viens de donner la définition tout à l'heure. Et nous pensons que nous ne pouvons pas au Cameroun échapper au fédéralisme parce qu'il faut un mode d'organisation philosophique de l'État qui vise à fédérer les entités qui constituent le Cameroun, parce que le Cameroun est un pays de diversité qui nous vaut d'ailleurs la fière appellation d'Afrique en miniature. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'il faut fédérer? Et nous disons qu'il faut fédérer les communes. Et là, ça fait débat. Depuis que nous avons publié le premier ouvrage en 2021. Que n'a-t-on entendu? Le fédéralisme communautaire. Oh, la communauté, on va diviser le Cameroun, on va faire exploser le Cameroun, on va monter les uns contre les autres. Comme si institutionnaliser la communauté au Cameroun, d'abord, était une nouveauté. Nous n'inventons pas la route. Faites un tour en Espagne, vous verrez que les 17 provinces espagnoles, c'est 17 communautés. D'ailleurs, si vous voulez aller en Espagne et que vous demandez à rencontrer un président de région en France, dans la lettre qu'il vous adresse, c'est bien écrit à la tête président de la communauté d'Andalousie, de Catalogne, de Madrid. Ça a été mon cas, je prends ces exemples parce que j'ai saisi ces trois autorités. Si vous allez en Belgique, par exemple, vous vous rendrez compte que sur les 3 provinces, 3 régions que compte la Belgique, chacune d'elles est dotée d'un parlement communautaire et d'un gouvernement communautaire. Donc le mot communautaire, contrairement à tout ce qu'on a entendu au Cameroun, n'est ni un tabou, ni un juju, ni un monstre, ni quoi que ce soit. La vraie question au Cameroun est peut-être celle de la détermination des communautés. On peut poser la question, mais où sont les communautés? Comment délimitez-vous les communautés? Et là, contrairement à ce qu'on peut penser, l'exercice devient plus simple. Nous pensons que le matériau de délimitation des communautés au Cameroun est le département. La commune et le département. Il suffit juste d'y réfléchir un peu. Quel est le principe qui a présidé au découpage territorial des communes? Peu de gens se sont posé la question. Mais le principe, c'était l'ethnie. Vous verrez qu'au Cameroun, globalement, c'est pas par hasard. Hein? Quand on dit, il y a même combien d'ethnies au Cameroun? On dit environ 300. Ah ben, curieusement, on a un peu plus de 300 communes. Effectivement. Ce n'est pas un hasard, parce que la délimitation des communes au Cameroun, territorialement, est l'ethnie, est en fait fonction de l'ethnie. La commune au Cameroun, généralement, est le village d'une ethnie, est le lieu d'établissement d'une ethnie. Je vous disais donc qu'il y a des départements qui agglomèrent plusieurs ethnies, non pas parce que elles parlent toutes la même langue. Quand je dis plusieurs ethnies, généralement déjà c'est plusieurs langues. Mais parce que ces ethnies-là sont historiquement et anthropologiquement affinitaires. Comme le mot Kozimé, au moment où nous faisons cette interview, se tient le festival Kozimé dans l'est du Cameroun. C'est une communauté de plusieurs ethnies parlant plusieurs langues. Mais elles ont, ces ethnies, des choses beaucoup plus fortes et profondes qui les lient et qui en font une communauté. Et c'est là que nous disons, madame, qu'il faut revoir dans la configuration institutionnelle du Cameroun
Cameroun, balayer les 10 régions actuelles qui nous renvoient au point cardinal, elles ne nous servent à rien si ce n'est à nous diviser, et rester avec les 58 départements que nous avons actuellement et transformer ces 58 départements en 58 régions. Mais ça va faire inutilement trop, madame. Si vous, qui êtes à Konolinga aujourd'hui, vous épousez un Bassa, madame, l'enfant qui naît est Bassa. Vrai ou faux? Vrai, hein. Parce on sait que l'homme est c'est le village de son père, dont il est Bassa. Il est de culture Bassa. Il est de lignage Bassa. Cela est sûr de tout le monde. Mais il y a des gens, par paresse ou par aliénation, qui vous disent, madame, que ce que je suis en train de développer là, et merci de m'avoir permis de le développer, parce que c'est le point idéologique. Tout le reste est dans l'ouvrage, part de là. C'est le point idéologique. Une fois qu'on s'est accordé sur ce point-là, tout le reste se décline. Est possible. Tout naturellement. Alors, nous l'avons compris, hein, l'ouvrage Ce que j'ai vu de l'honorable Cabral Libye, manifeste de la rupture et du progrès, dévoile la vision de l'honorable pour le Cameroun dans ce livre. Alors, y a-t-il une réflexion particulière que vous souhaitez transmettre à vos lecteurs? Mais écoutez, moi, j'aimerais juste que les lecteurs s'imprègnent de ce que nous avons dit. Oui. Cet ouvrage, c'est 11 titres. Le tout premier, c'est l'éradication de la corruption. Oui. Parce que nous restons convaincus que c'est la mère de tous les maux chimiques. Et nous disons dans l'ouvrage comment on sort de la corruption. Par l'exemplarité de ceux qui dirigent, par l'amélioration du service public, pour que les gens cessent de voir l'État comme pilleur, mais plutôt que l'État soit perçu comme pourvoyeur, afin que la chose de l'État devienne donc véritablement sacrée. Oui. Puis, évidemment, la sanction de ceux qui sortent. Donc, de ceux qui sortent, ceux qui ne respectent pas la sacralité de la chose publique. Vous verrez que, contrairement au schéma qu'on a toujours eu, où on a vendu la sanction et la répression comme le remède à la corruption, si c'était le cas, ça se saurait. Parce que les gens vont en prison tous les jours, mais le vol ne s'arrête pas. D'ailleurs, c'est ceux qui mettent les gens en prison, qui volent pendant qu'ils mettent les autres en prison, puis eux-mêmes, parce qu'ils ont volé, en mettant les autres en prison, ils seront mis en prison par d'autres. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont volé. Quand ils les mettront en prison. Donc, on n'en sort pas, c'est un cercle vicieux. Non, il faut plutôt cheviller la répression à l'amélioration du service public et à l'exemplarité de ceux qui dirigent. L'exemplarité repose, pour insister sur ce troisième chapitre, sur l'africanité, sur la crainte de Dieu, madame. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas entendu depuis que j'en parle, ou que depuis que le livre est publié? Oui, on veut faire un État, oui, Dieu est monté, Dieu est descendu. Je dis, mais écoutez, l'État laïque ne veut pas dire un État sans Dieu. Ceux qui incarnent l'autorité de l'État doivent craindre Dieu, madame. C'est important. Et moi, je voudrais qu'on me dise pourquoi les États-Unis prêtent le serment sur la Bible, qui est mort aux États-Unis. Pourquoi c'est écrit une God we trust sur le dollar, qui est mort aux États-Unis? Mais il faut arrêter. Quelle est la tradition africaine qui ne connaît pas Dieu? Moi, je n'en connais pas. Il y a plein d'études dessus. Vous avez certes des traditions polythéistes et d'autres qui sont monothéistes. Mais on n'a pas attendu le Dieu de la Bible et du Coran pour connaître Dieu en Afrique. Nous montrons comment la diaspora, c'est-à-dire le dernier chiffre, peut être, pas que peut être, est un levier de développement. Nous revenons sur le pôle des mines, des travaux publics. Nous disons comment on va résoudre le problème des routes. Oui. Tout un projet politique. C'est ce que je vous disais, madame, c'est 400 pages de réflexion. Et pour le moment, je m'arrête là, parce que vous m'avez dit qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent. Moi, je voudrais que les gens retiennent qu'il y a une vision et un manifeste qui dit comment ils vont implémenter la vision. Et ce que je souhaite, madame, c'est que tous ceux qui disent ou prétendent vouloir diriger le Cameroun comme nous, nous entrons là en 2025, mais parlons de projet contre projet. Parlons d'idée contre idée. Que ceux qui veulent transformer le Cameroun viennent avec leurs propositions. Sortons des débats de personnes. Sortons des débats futiles et inutiles. Avec des idéologies bien définies. Non, que les hommes politiques, le moment vient donc, il est là, pour que les hommes politiques viennent avec leurs idées, que nous parlions de nos idées. Et le peuple, qui n'est pas idiot, saura faire la différence entre ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas. Alors, dans le processus d'écriture, quels ont été les principaux défis que l'honorable Cabral Libye a rencontrés dans le cadre de son engagement politique? Informationnel d'abord, parce que
Oui, c'est bien de dire le Cameroun ne va pas bien. Et nous pensons qu'il doit aller comme ça. Et il faut que vous sachiez. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Décrire ce qui est. Parce qu'une chose est de dire le Cameroun ne va pas bien, une autre est de le prouver. Et pour le prouver de façon sérieuse, pas fantaisiste, il faut que vous puissiez accéder à des informations qui parfois ne sont pas grand public. Oui. Et ceux qui vont travailler sur cet ouvrage le découvriront. Il y a plein de choses que nous disons que vous ne trouverez pas sur... Mais ça, on l'a déjà fait depuis qu'on est à l'Assemblée, on a démontré, on a essayé de démystifier un certain nombre de choses. Donc il y a un travail, madame, de recherche de la bonne information qui vous renseignera sur l'état réel, même si c'est un état de décrépitude, mais un état réel de décrépitude. Parce que même la décrépitude est par degré. Puis l'expertise. Lorsque vous abordez un sujet, je ne sais pas, l'électricité ou je ne sais pas, l'agriculture, ben vous devez, la justice même par exemple, il faut échanger avec les experts. Oui. Vous devez croiser vos intuitions avec l'expérience de ceux qui exercent dans le domaine, de ceux qui pratiquent le domaine. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a d'un côté un travail informationnel qui nécessite un relationnel et qui nécessite aussi un travail documentaire énorme. Ça nous a pris des mois et des tonnes de documents à éplucher. Puis, il y a un travail d'expertise, c'est-à-dire qui permet le croisement de vos recherches, de vos intuitions, de solutions, avec la pratique, donc les opinions de ceux qui pratiquent. Les gens que vous rassemblez pour un travail comme celui-ci, c'est aussi les gens avec qui vous allez travailler, si Dieu et les hommes vous accordent la possibilité d'appliquer cela. Et parfois, il faut trouver des gens dans l'appareil d'État. Ça, c'est pas évident. Ça vous oblige à des gymnastiques. Il y en a qui sont plus courageux, comme le préfacieux de l'ouvrage. Monsieur Ounapatrick Mohamed, qui est inspecteur de régie financière, c'est pas évident de trouver quelqu'un, un inspecteur des impôts, qui accepte de parler des finances publiques ouvertement, tout en ne franchissant pas la ligne de l'obligation de réserve. Ce n'est pas toujours évident, ce type de travail. Nous l'avons compris, hein, l'engagement de l'honorable Cabral Libby reflète ses convictions politiques et même son parcours jusqu'ici. Ce que j'ai vu manifeste de la rupture et du progrès. Quel est le public cible? Tous les Camerounais? C'est tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Tout ça, c'est pour que chaque Camerounais puisse s'y retrouve. Voilà. Et puis maintenant, nous avons lancé ce que nous appelons les dédicaces itinérantes. Notre intention est d'aller ville par ville. Nous en avons déjà fait 2. Nous avons commencé en fait dans la diaspora. Pour présenter cet ouvrage. Nous avons commencé par Douala, ensuite par Gormapoubi. Nous avons l'intention, d'ici là, de faire toutes les villes du Cameroun, aller vers les Camerounais, leur disant, voici ce que nous proposons, et puis nous pourrons éventuellement répondre à leurs questions, et puis nous enrichir aussi de ce qu'ils nous proposent. Mais déjà, je tiens à rassurer ceux qui nous regardent que l'une des choses qui ont enrichi, c'était peut-être aussi l'un des défis, l'une des choses qui ont enrichi cet ouvrage, c'est notre expérience de terrain. Ça, c'est sûr de tout le monde quand même, depuis que nous sommes en politique, nous faisons l'effort d'être toujours sur le terrain au plus proche des Camerounais, au plus proche des préoccupations des Camerounais. Ça nous permet de comprendre, de capter quelles sont leurs attentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons dire fièrement que cet ouvrage répond aux attentes des Camerounais. Alors, pour l'honorable Cabral Libby, qui est un journaliste à la base, enseignant de droit, aujourd'hui député à l'Assemblée nationale du Cameroun, on a envie de vous demander qu'avez-vous appris en écrivant ce livre? Y a-t-il des moments d'introspection qui ont été particulièrement marquants? L'avantage a toujours été, lorsque vous travaillez sur un sujet, d'en sortir comme un expert. Parce que vous faites à peu près le tour de la question. Et là, lorsqu'on écrit sur le Cameroun, on devient en fait un expert du Cameroun. Alors, l'on retient donc que le livre « Ce que j'ai vu » manifeste de la rupture et du progrès, hein, résume aussi en quelque sorte le déploiement sur le terrain du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, dont vous êtes le président national. Dites-nous, que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de vous en tant qu'écrivain et homme politique après avoir lu ce livre? J'aimerais qu'ils se disent, ah tiens, voilà ce qu'il faut pour notre Cameroun. Ce qu'il faut comme homme et ce qu'il faut comme action. Parce que je rappelle que vous êtes candidat aux prochaines échéances présidentielles en 2025 au Cameroun. Je n'ai eu de cesse de le dire. J'ai l'intention d'être candidat et même d'être élu président de la République. C'est une intention parce que cette intention doit franchir un certain nombre
disons quoi, de filtres. Le premier est celui du parti politique que je dirige. Il ne suffit pas d'avoir l'intention. Nous, au PCRN, le président national n'est pas candidat naturel du parti. Donc, il se peut qu'il y ait d'autres personnes au sein du parti qui veuillent, qui nourrissent l'ambition présidentielle. Et nos statuts et règlements intérieurs prévoient les mécanismes de choix de candidats. Ça, c'est un premier filtre. Et l'autre filtre, c'est ce que les Camerounais nous demandent de faire, la mutualisation. Et en dehors de notre formation politique, il y a d'autres candidatures. Je crois qu'il y en a deux déjà en dehors. Il y a deux déjà qui sont clairement prononcées. Et je continue à nourrir l'expectative que nous allons nous parler, ces autres candidats et nous-mêmes, et qu'à l'issue, je sois choisi. Que le meilleur gagne. Ça fait plusieurs filtres. Mais en attendant de franchir ces filtres, mon intention, elle est là. Elle n'est pas que déclarative, elle est aujourd'hui scripturale. D'accord. Alors, nous allons sortir par l'actualité à l'international. Dans moins d'un mois, notamment le 20 janvier 2025, le président des États-Unis, Donald Trump, reprend les rênes de la Maison-Blanche. En tant que 47e président, il a été élu le 5 novembre 2024. Que faut-il retenir de l'histoire de l'homme politique Donald Trump pour vous? Donald Trump est le parangon même du leader politique déterminé, combatif, convaincu. Il est animé d'une conviction si forte. Persévérant. Que ça nourrit sa persévérance. Donc, comme homme, il est plutôt inspirant. Maintenant, pour un pays comme le nôtre, pour le Cameroun, moi, je suis de ceux qui pensent que Donald Trump est un bon parti pour le Cameroun. Parce qu'il accède au pouvoir avec une feuille blanche. Pour ceux qui ont suivi sa campagne, lui, il est dans une sorte de focalisation sur les États-Unis. Un remake America Great Again. Donc lui, ce qui le préoccupe, et c'est tout son honneur, ce sont les intérêts des Américains, les intérêts de l'Amérique. Je rappelle que sur le programme AGOA, qui est un accord de partenariat économique qui permet aux pays d'Afrique d'exporter en franchise de douane sur le territoire américain leurs produits, je rappelle que c'est lorsque Donald Trump était président pour la première fois que le Cameroun a été suspendu de l'AGOA. Et pourquoi le Cameroun a été suspendu à l'époque? À cause des violations des droits de l'homme, notamment dans la partie anglophone. Il revient président de la République. C'est un président qui s'est souvent par le passé montré sensible à certaines questions qui touchent à l'Afrique ou au Cameroun. Et moi, pour revenir sur même s'il n'est pas le président Donald Trump justement n'est pas très apprécié par les Africains qui estiment qu'il est assez raciste. Ah ben, je ne fais pas partie de ces Africains qui le trouvent raciste. Je pourrais même penser que c'est une accusation exagérée. Parce que la position de Donald Trump sur l'immigration est bien claire. Donald Trump n'est pas contre l'immigration. Donald Trump n'a jamais dit qu'il ne voulait plus d'étrangers sur son sol. Donald Trump est contre l'immigration clandestine. Des gens qui accèdent au territoire américain sans passer par les portes officielles américaines. Alors, lorsque il y a des actes de xénophobie en Afrique du Sud contre d'autres Africains, ça ne vous a pas échappé que ça s'est passé il y a quelques années. Là, on est d'accord que ce n'est pas Donald Trump. Ou qu'un homme politique dise « je privilégie les intérêts des miens et de mon territoire », je ne vois pas en quoi il innove. En revanche, je vous disais, madame, que parce qu'il arrive au pouvoir, dit-on, de ceux qui le disent, avec une feuille blanche, c'est à nous, Africains, de lui montrer que justement, s'il veut remake America Great Again, ben America Great, c'est aussi cette America qui défend les droits de l'homme, c'est aussi cette America qui investit, c'est aussi c'est toute cette America qui transfère la technologie ou qui exporte sa technologie. Et de ce point de vue, un pays comme le Cameroun, c'est un paradis pour l'investissement, pour l'industrialisation. Et il suffit qu'un pays comme les États-Unis s'y intéresse et que nous sachions créer ici au Cameroun des conditions d'attractivité de vrais investisseurs. Parce que malheureusement, avec le système de corruption rampante qu'il y a au Cameroun, seules, et je pèse mes mots, de fausses entreprises étrangères peuvent durablement s'établir au Cameroun.
Je vous rappelle que dans l'affaire Glencore, le Bourbon par exemple, oui. où on parle de milliers de milliards de francs CFA détournés dans la montée du pétrole, ce n'est pas le Cameroun qui l'a révélé. Ce sont des entreprises anglaises, américaines, qui ayant fait du banditisme chez nous, sont condamnées chez elles pour avoir fait du banditisme chez nous. Il faut que ça change au Cameroun, pour que le Cameroun devienne une véritable terre d'attractivité pour de vraies entreprises des étrangers. Alors justement, parlons du président Donald Trump. Le président des États-Unis d'Amérique dit, je cite, « Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, exclure les transgenres de l'armée et les exclure des écoles primaires, des collèges et des lycées. » Votre avis sur cette sortie du président américain? Mais je dis c'est bien. C'est très bien. Ma position au Cameroun sur ces questions, elle est connue depuis très longtemps. Même lorsque le gouvernement veut fignoler, moi je suis toujours monté au créneau. Moi je parle vraiment, moi je suis attaché. La position de l'honorable est claire. Moi je suis attaché à des valeurs africaines. Alors nous vous invitons à vous procurer ce livre de l'honorable Cabral Liby, également président du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Le livre s'intitule « Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès ». Dans ce livre, justement, il détaille donc les deux axes, il l'a dit, de sa vision politique, entre autres la protection des Camerounais et la libération des énergies. Honorable Cabral Liby, les prochaines villes où vous allez procéder à la présentation de cet ouvrage? Quoi qu'il y a Garoua qui est déjà en train de s'organiser, il y a Menganga également dans le Damawa qui est en train de s'organiser, il y a Bafoussam qui s'organise également pour mi-janvier, il y a Edea également, donc, je vous ai dit ça se fait ville par ville. D'accord. Alors c'est la fin de notre entretien, honorable Cabral Liby. Merci d'avoir honoré à ce rendez-vous. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à cet ouvrage et voilà, merci. C'est donc ici que prend fin cet entretien avec l'honorable Cabral Liby, président national du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, également député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Je rappelle qu'il est également le fondateur en 2017 du mouvement 11 millions d'inscrits et il sera candidat aux prochaines échéances présidentielles, notamment en 2025 au Cameroun. Il est donc passé sur notre plateau pour nous présenter ce nouveau chef-d'œuvre dont il est l'auteur. Ce que j'ai vu par ma voix, toute l'équipe de AS Media vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Encore une fois, de votre fidélité, merci. Au prochain numéro du programme Entre deux.